cet troisième épisode, on va essayer de voir comment on peut paralléliser les tests, comment on peut améliorer les tests existants, parce que ce que j'ai remarqué, et sûrement vous avez remarqué, qu'il y a un manque de liaison entre le test, principalement le test numéro 2, et l'appel de la méthode load, parce qu'on ne fait rien au moment de l'appel de la méthode load, et il n'y a pas cette liaison entre l'URL passé et celui appelé par le client. C'est pour cela que parfois les tests passent, oui. C'est un signe qu'on a un bon code, mais réellement il y a un manque de logique ou bien d'une bonne liaison entre le test de production et le code de production et le code de test. Je pense que le problème ici provient que notre request d'URL, elle est déjà un petit peu modifiée par l'URL spy, par l'URL fake, si on peut dire, avant même de lancer le load. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette liaison entre le load, le fait de loader, et le fait d'impacter le request d'URL. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, cette information sur l'URL, normalement, dans l'idéal, doit provenir pour notre Swift Repo Loader, il doit provenir de la couche supérieure. Ça peut être un use case, ça peut être un view model, un présenteur, etc. Du coup, ça implique que l'URL qu'on va appeler, ou bien qu'on va passer, soit une propriété ou bien une dépendance à l'intérieur de notre Swift Repo Loader. C'est pour cela que je vais essayer d'ajouter cette propriété URL au niveau du code de production. Alors ça implique ici que je vais régénérer le memberwise pour simplifier et pour gagner du temps. Ici, on va déplacer le code. Par défaut c'est internal. Ok, je suis très passionné par la verticalité au niveau du code. Et du coup, ici, ça implique des choses. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on a l'URL, c'est bon, ça provient, on a return from initializer. Ok, normalement on est bon ici, le init URL, on a toutes les propriétés. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je ne vais pas comprendre pourquoi il a de problème. Ouais, c'est juste ça. En tout cas, c'est Xcode, parfois il fait des choses. Ici, vous avez remarqué que le code de test il est impacté par cette URL. C'est simple. On va l'ajouter. On va reprendre l'URL fake ici. On va le passer comme étant un paramètre. Ok. Et ici, de cette manière, on aura l'URL qui va être passé, non pas, on va pas impacter le request d'URL, mais on va essayer de faire d'une autre manière, en utilisant notre spy, on va modifier l'URL de cette manière. Alors, on aura un changement au niveau de notre protocole, on va passer l'URL ici. Bon, pour simplifier, on peut en mettre la valeur. On va passer l'URL, mais le changement qu'on aura, c'est au niveau de notre spy. C'est au niveau de notre spy. Il faut qu'au moment qu'on get le from URL, qu'on va changer notre request d'URL par l'URL qui provient du code de production. Ici, on est bien. Normalement, missing paramètres, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. C'est juste que Xcode, parfois, nous affiche des trucs qui n'ont pas de sens. Là, l'URL, oui, le test, il est OK.
il n'y a pas de souci. Vous avez remarqué que le test il est OK. Tous les tests passent. Parfois, Xcode, il nous affiche des trucs. C'est le temps de recompiler pour lui, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Que au moment qu'on le lance, il y a une logique qui s'installe ici. On a une URL fake, un client. On va passer le client et l'URL pour notre système qui est undertest, qui est le Swift repo. On va loader. Au moment qu'on va loader, automatiquement, elle va faire appel au get from URL. Bien sûr, ce get from URL maintenant, c'est le get from URL du spy. Au moment qu'on aura l'URL, on va modifier le request d'URL. Et ça, c'est une logique vraiment, on respecte d'une manière cohérente la logique TTD. Et on a ici le client requested, elle est vraiment non nulle. Par contre, ici, au niveau du premier test, elle est nulle. Là, on va essayer de committer ça, tout d'abord. On va essayer de committer ça, de stager tout, et de faire un petit commit sur ça. Ok. Add URL as dependency of the Swift repo loader. On va committer et ensuite on va essayer de pusher. Normalement on est bon. Oui, normalement on est bon. Je sais pas pourquoi il ne push pas. Git push. Ok. Moi, il y a un petit problème au niveau de... Bon, je vais essayer de voir ça après. Au niveau du repo, mais on a commité ça. Bon, si tu veux prendre le temps de voir pourquoi il y a un problème avec la remonte. L'idée maintenant, c'est de... Je pense que notre code de production et notre code des tests il a pris fort. L'idée c'est de mettre maintenant ce code de production, de le mettre au niveau de la target Swift repo de base. Et du coup, ça implique que on va créer tout d'abord un loader, une classe loader. Ok. Qui va contenir à minima ça. Ensuite, on va refactoriser. On va voir est-ce que notre code de test il compile encore. Ah, oui, c'est normal parce que le code de test, la target de test ne voit pas le code qui existe maintenant au niveau du code de production. Il y a plusieurs solutions pour faire pour un petit peu inclure ou bien pour que notre code de test reconnaît le code de production. La solution connue partout, c'est le fait de faire un aerobat testable import, le Swift repo, et de relancer le test. Vous allez voir que là c'est bon. Pour faire de cette manière, on peut faire un commande E, bingo, le test marche. Le fait de faire un add testable import Swift repo, ça permet d'importer en internal, un internal, c'est-à-dire un type internal, c'est tout simplement, il est vu à l'intérieur de projet de Swift repo. Ici, ça peut passer. Il y a d'autres perspectives. Il y a des gens qui mettent, ils peuvent rendre ça public, le Swift repo loader, et ça marche aussi. Nous, à minima pour notre cas ici, on va garder cette approche. L'instant que peut-être pour un besoin ou un autre, on a besoin de mettre tous les modèles ou bien tout le code de production ici en mode public.
Là, on peut committer. On peut committer. On va aller ici. On va dire que STG, on va dire que move Swift repo loader to production code. Et ça, ici, remarquez que on a ça, le move repo. Dernier truc qu'on va voir au niveau de cet épisode, c'est le fait de comment on peut s'assurer que notre test il est disjoint. L'un des principes importants, les plus importants des tests unitaires, les 5 principes, c'est ce qu'on appelle les principes FIRST. C'est le fait que les tests ils ne sont pas ils ne sont pas reliés. C'est-à-dire que chaque test il n'est pas lié en termes d'ordre d'exécution par rapport à l'autre test. Si on lance maintenant les tests et on va faire un breakpoint, vous allez remarquer qu'au moment que je lance le test, il y a toujours un ordre qui se lance à chaque fois. On va répéter une autre fois le test unitaire. Tac. C'est toujours, on va commencer par le test should init et ensuite le should be on empty URL. Ça, c'est un petit peu, ça permet de créer des liaisons entre le test, mais Xcode, il nous offre la possibilité de rendre l'exécution des tests unitaires un petit peu aléatoire. Cela permet de respecter l'un des principes des tests unitaires. Pour s'assurer des tests unitaires, c'est ça, on peut dire, ça est first en testing, et on peut dire first principle. On peut par exemple montrer ça, les 5 principes. C'est l'aspect isolation ou bien indépendance entre les tests. C'est-à-dire qu'un test, il n'est pas relié à un autre test. Et il peut s'exécuter avant l'autre test ou bien après. Il n'y a pas cette liaison. Comment on peut faire ça? Il y a la possibilité de configurer au niveau de notre projet de test. Ça a un peu changé cet aspect par rapport à Xcode 14, le fait de rendre le code un petit peu le code de test ou bien l'exécution de code de test randomize. On va cliquer ici sur la flèche, on va aller ici, ensuite dans les options ça nous donne la possibilité de faire de parallélisme, etc. Mais au niveau de l'exécution, il faut arriver ici et choisir l'aspect random. Automatiquement, il va nous ajouter un nouveau fichier. C'est une spécificité de Xcode 15. On va l'appeler, c'est un XT test plein. Et maintenant, si on va essayer, ça c'est un nouveau fichier qu'il ajoute. Si on retourne à notre code de test et on va relancer les tests unitaires, vous voyez, il a commencé par le deuxième, ensuite par le premier, etc. On va lancer une autre fois, il commence par le premier et ensuite par le deuxième. Et ça, c'est un aspect très important qui permet de rendre un petit peu les tests disjoints et de ne pas, plusieurs développeurs, même moi, plusieurs fois, j'ai créé ce qu'on appelle par des tests des side effects. C'est-à-dire qu'un test, il va produire un truc, ou bien un side effect, par exemple l'écriture dans une base de données, que le deuxième test va exploiter. Ce qui est vraiment contre le principe d'isolation qui existe au niveau des tests unitaires. C'était ça pour cette séance, ou bien pour cet épisode plutôt, désolé, où j'ai voulu un petit peu améliorer le code ici par l'intégration l'insertion de cet aspect d'URL et de rendre vraiment le load et la méthode load impacter vraiment le code au niveau de notre SPY. On a essayé de mettre de déplacer le code de production
Maintenant, au niveau de la target de production, on a aussi vu comment on peut rendre nos tests unitaires disjoints, c'est-à-dire avec cette notion de randomize au niveau de Xcode 15. C'était seulement ça pour cet épisode numéro 3 et à la prochaine épisode. Merci à vous.